Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi en direct sur notre antenne, l'audition de Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur. Elle est entendue par la Commission des affaires économiques et par la Commission des affaires européennes du Sénat. Cette audition intervient alors que le déficit commercial de la France a légèrement diminué en avril dernier. Il atteint 4,51 milliards d'euros contre 4,69 milliards d'euros en mars dernier. Il faut dire que ces derniers temps, les ventes de matériel informatique ou encore électronique ont augmenté, mais également la France a connu un redémarrage en matière d'exportation, ce qui concerne les transports, avec la vente d'un paquebot, de 2 satellites ou encore d'importantes livraisons d'Airbus ou d'avions d'affaires. Alors sans plus tarder, direction la salle Clémenceau pour suivre cette audition. Bon après-midi à tous. Bon, Madame la Ministre, nous sommes très heureux de vous retrouver sur les lieux de vos crimes précédents. Oui, et en tous les cas de vous accueillir conjointement à la Commission des affaires européennes dans cette maison qui ne demandera qu'à vous voir revenir à la fin de votre mandat, si tant est qu'il y ait une fin. Oui, un jour ou l'autre. En tous les cas, vous savez très bien l'amitié, en tous les cas le respect que j'ai eu pour votre travail à la Commission des finances. Je vous rappelle tout d'abord que le 5 juin dernier, nous avons adopté la proposition de résolution européenne portant sur un partenariat transatlantique. Certains, ou d'aucuns, comme on dit, ont pu faire observer que nous avons travaillé dans des conditions acrobatiques. Mais la sportive que vous êtes, ça ne devrait pas vous déplaire. Mais l'enjeu le justifiait puisque l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique représentent ensemble près de la moitié du PIB mondial et un tiers des échanges mondiaux. Nos deux commissions ont ainsi tout mis en œuvre pour que le Sénat puisse renforcer le poids du gouvernement français lors du prochain Conseil de l'Union européenne consacré à ce sujet, et en particulier dans le cadrage de, moi j'appelle ça la lettre de mission de la Commission. Simultanément, il semblerait que nos relations avec la zone Asie-Pacifique prennent un nouveau visage. Vous pourrez peut-être nous en dire plus sur le partenariat d'exception avec le Japon suite à la visite du président de la République. J'ai vu à la télé que vous l'accompagnez d'ailleurs. Non, non, c'était pas moi. Non, c'était. Oui, non, mais parce qu'on. Oui, parce que. Madame Fioraso. C'était Geneviève. Ah, pardon, Fioraso qui était. Oui. Enfin, nos rapporteurs et l'ensemble des commissaires ne manqueront pas de vous poser diverses questions, y compris peut-être en abordant la question particulière sensible des chevauchements de compétences entre les divers ministères et des initiatives lancées ici ou là qui témoignent à tout le moins d'une volonté partagée de relever le défi de la compétitivité et de l'offensive à l'exportation. Je vais tout de suite passer la parole à notre collègue Bernadette Bourzet, qui remplace avantageusement notre collègue Simon Citour, qui est retenu par un voyage, je ne sais où, mais en tous les cas qui a donné mandat à Bernadette pour s'exprimer au titre de la Commission des affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord excuser le Président Simon Citour, qui se trouve actuellement en déplacement à l'étranger et qui avait prévu, je crois, de vous recevoir le 4 juin, Madame la Ministre, mais son agenda ne correspondait plus. Je souhaiterais ensuite remercier Madame la Ministre d'avoir permis que cette réunion se tienne en temps opportun, quelques jours avant la réunion du Conseil européen, qui doit se prononcer sur le mandat de négociation du partenariat transatlantique. La perspective de cette négociation a inquiété tous ceux qui sont attachés à la spécificité européenne et en particulier à la spécificité française en matière de politique culturelle concernant les services audiovisuels. Préserver la diversité culturelle est en effet un objectif permanent, mais il est spécialement nécessaire de le mettre en avant quand il s'agit des relations avec les États-Unis, compte tenu de leur prépondérance en matière de services audiovisuels. Les premières propositions de résolution déposées au Sénat, l'une par la présidente de la Commission des affaires culturelles, Marie-Christine Blandin, l'autre par le groupe communiste républicain et citoyen, portaient exclusivement sur ce thème. La Commission des affaires européennes qui en était saisie a cependant souhaité que le Sénat se prononce sur l'ensemble du mandat de négociation et pas seulement sur cet aspect, quelle que soit son importance,
La Commission des affaires économiques a ensuite confirmé et complété cette approche. Nous adhérons tous à l'idée que les services audiovisuels doivent être clairement exclus des négociations. En effet, il ne s'agit pas seulement pour nous, comme semble le considérer la Commission européenne, de pouvoir conserver les systèmes d'aide existants. Il s'agit pour les Européens de pouvoir définir eux-mêmes leur politique dans un domaine en pleine évolution technologique. Ce préalable étant posé, il n'est pas souhaitable que la position française apparaisse uniquement défensive et négative. À supposer que les limites soient bien fixées dès le départ, un partenariat transatlantique peut représenter une opportunité majeure. Compte tenu du poids cumulé des deux partenaires, un accord pourrait avoir un effet d'entraînement vers une meilleure régulation du commerce mondial. Et nous avons des objectifs positifs à faire valoir dans cette optique, comme la protection des droits de propriété intellectuelle, et notamment les IGP, la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics, ou encore la protection des données personnelles et la convergence des règles prudentielles. Il n'en est pas moins nécessaire d'être d'une extrême vigilance sur les aspects qui touchent à nos valeurs fondamentales. Pas de nivellement vers le bas pour les règles sociales et environnementales, respect des préférences collectives qu'exprime la législation européenne en matière d'agriculture et d'alimentation, et bien sûr, je n'y reviens pas, respect de l'exception culturelle. Dans cette optique, Madame la Ministre, que peut-on attendre de la réunion du Conseil européen du 14 juin ? On lit dans la presse spécialisée que la Commission européenne aurait retravaillé son projet de mandat de négociation. Qu'en est-il ? Est-ce que nos partenaires européens sont nombreux à partager nos préoccupations ou bien y a-t-il des approches très différentes et donc divergentes au sein du Conseil ? Il nous serait très utile d'avoir des précisions sur ces points pour déterminer ce que, comme parlementaires, nous aurons à faire par la suite. Merci, Madame la Ministre, de vos réponses. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président et Madame la Présidente. Je suis évidemment toujours très heureuse de revenir au Sénat. Madame la Présidente Bourzaï, vous avez indiqué que nous avions un rendez-vous avec la Commission européenne le 4 juin et que je n'ai pas pu honorer pour des questions d'agenda. Mais finalement, je trouve que c'est pas plus mal de le faire aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans l'actualité puisque vendredi, au nom de la France, je représenterai notre position devant mes collègues, mes 26 autres collègues ministres du Commerce extérieur et je viens ici vous la préciser. Vous avez rappelé tous les deux l'importance de cette négociation Union européenne-États-Unis, 40% du commerce mondial, 2/3 des investissements innovants dans le monde. Évidemment, ce qui sortira de cette négociation qui va être longue et difficile, qui peut durer plusieurs années. La Commission a dit un peu aventureusement qu'en 2 ans, ça devait être bouclé. Quand je vois qu'avec le Canada, l'Union européenne est partie la fleur au fusil avec un mandat des États membres assez élastique et je vois qu'arrivé au bout de 5 ans, nous n'arrivons pas à conclure parce que tout ce que nous avions évacué au début revient in fine, d'autant que et le Canada c'est un État fédéral, les États-Unis sont aussi un État fédéral et nous savons d'ores et déjà que 13 États membres sur 50 ne se sentent absolument pas, ne sont pas juridiquement engagés par des accords commerciaux conclus par l'État fédéral. Donc, nous savons aussi, j'ai pu m'en assurer quand je suis allée aux États-Unis au mois d'avril, j'ai rencontré le négociateur américain, j'ai rencontré les ONG américaines, les syndicats américains, le Congrès, le représentant très solide des agriculteurs américains, le négociateur américain. Donc, j'ai bien compris que nous avions affaire à forte partie. Donc, ce qui sortira de ces négociations, à l'évidence, vont avoir un caractère normatif pour l'ensemble du commerce mondial. Alors, je vois bien, et Monsieur le Président, vous y avez fait allusion,
Vous avez parlé de l'accord, le TPP, le Pacific Partnership, que les Américains sont en train de négocier avec tous les pays de la côte pacifique. Je vois bien aussi que les États-Unis visent à faire 2 accords majeurs qui isoleront les grands émergents et notamment la Chine. Je parle commerce, hein, je ne parle pas politique. Mais chez les Américains, la politique n'est jamais très loin du commerce et vice-versa. Et donc, je vois bien cet allant. Maintenant, quand je suis allée aux États-Unis, je n'ai pas senti vraiment, le Congrès est encore loin d'avoir bien, d'être entré dans cette affaire avec l'Union européenne. En revanche, je vois bien qu'ils ont les yeux rivés sur le Pacifique. Mais je ne doute pas que la volonté exprimée par le président Obama de conclure un accord avec l'Union européenne rencontrera un enthousiasme du Congrès qui va beaucoup défendre les intérêts des États américains. Mais effectivement, vous l'avez dit, Madame la Présidente, nous avons, compte tenu de l'importance du sujet, un intérêt qui est vraiment de commerce mondial. C'est vrai que si on arrive au bout de cet accord dans de bonnes conditions, ça va faire réfléchir tous les grands émergents, parce que qui ne seront pas dans cet accord. Si il arrive à bon port, et je vais vous dire les conditions pour nous Français et pour nous Européens d'arriver à bon port, c'est évident que des pays comme la Chine, comme le Brésil, pour ne parler d'eux, qui sont dans l'OMC, vont paradoxalement vouloir se réfugier sous l'aile du multilatéralisme, dont on sait qu'il est encalminé, parce qu'il pourrait être exclu de normes du commerce mondial. Donc plutôt que de voir un cheval de Troie dans cet accord de libre-échange contre le multilatéralisme, on peut le regarder aussi en dynamique. Vous savez que la France est très attachée au multilatéralisme et aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, quand on regarde objectivement cette affaire, on a un intérêt global. Moi, j'ai consulté les entreprises françaises. Elles sont elles sont plutôt favorables. Hein. Il y a une majorité favorable. Il y a tout un secteur qui est assez divisé. C'est le secteur agroalimentaire où il y a des intérêts offensifs, comme on dit, notamment dans les produits laitiers, dans pas mal de produits d'alimentation. Et en même temps, il y a des secteurs qui sont plutôt défavorables. Je pense par exemple, l'ANIA est partagée en 2. C'est très simple, elle n'a pas de position. J'ai réuni tout ce monde-là après la consultation par Internet. Ils sont venus à Bercy et l'ANIA m'a dit, la représentante m'a dit, on est moitié-moitié. Et c'est vrai qu'il y aura certainement un intérêt à demander une clause de sauvegarde pour certains secteurs, notamment concernant des normes de maïs et amidon. Donc qui est très présent dans l'agroalimentaire. C'est vrai qu'il faudrait qu'on obtienne une clause de sauvegarde, comme on l'a obtenu dans la négociation pour le Japon concernant le secteur automobile. Donc, mais on a dans l'agroalimentaire des intérêts offensifs. On en a dans la pharmacie, on en a dans la chimie. C'est aussi important. On en a dans le textile et l'habillement, notamment en termes de droits de douane qui sont très élevés. Donc on a quand même une série d'intérêts offensifs et on en a un très important et je veux remercier le Sénat c'est la Commission européenne. Vous avez soutenu la venue devant le Parlement européen du règlement sur les marchés publics. C'est là où je veux en venir. Je trouve dommage que malgré 2 sommets européens qui ont rappelé, des chefs d'État, qui ont rappelé la volonté exprimée formellement que le règlement concernant l'ouverture des marchés publics dans les pays tiers vienne devant le Parlement européen,
eh bien, nous avons un blocage persistant de l'Allemagne qui est défavorable. La réciprocité n'est pas une notion admise par nos partenaires. Ils y voient un réflexe protectionniste. Ils ont tort, parce qu'engager une négociation avec les États-Unis, ça aurait été mieux si nous avions ce règlement d'ouverture des marchés publics. Ils ont eu tort, c'est un aveu de faiblesse. Mais le blocage allemand n'a pas pu être levé, malgré la volonté du président Hollande, qui l'avait fait inscrire dans 2 déclarations finales de sommet européen. C'est dommage, je pense que c'est pas bon pour aborder une négociation telle que celle que nous allons avoir avec les États-Unis. Mais donc je sais que vous avez soutenu cette volonté, l'Assemblée en a fait de même, et demain, du reste, je serai en séance à l'Assemblée nationale, puisqu'une proposition de résolution va être déposée, a été déposée, débattue en commission et vient dans l'hémicycle sur un autre sujet que je réserve pour la fin concernant les services audiovisuels et l'exception culturelle. Donc, des intérêts offensifs, des intérêts aussi défensifs. Vous savez que nous défendons, et là la Commission a bien avancé, les indications géographiques. Nous y sommes très attachés, nous ne sommes pas les seuls en Europe. Nous voulons, ça c'est indifférent avec les États-Unis, qui ont, eux, défendent des marques, nous on défend des indications géographiques, mais on n'est pas seul. Beaucoup de pays en ont. Même, vous savez, j'étais en Malaisie la semaine dernière et en Indonésie, ils adoptent des indications géographiques aussi pour défendre leur riz. Enfin bon, je ne fais pas ce détour, mais ça devient quand même c'est l'Europe qui a quand même inventé ça, la France. Donc il faut en obtenir le plus possible avec les États-Unis, mais je crois que là, la Commission a bien avancé, elle a la volonté. Il y a aussi un sujet important. Nous avions demandé, nous, la France, que les marchés de défense, toutes les industries de défense soient exclues de la négociation. Nous avons été soutenus très vite par tous ceux qui ont une industrie de défense, l'Angleterre et les Suédois, qui ont aussi une industrie de défense, notamment dans l'aérien. Donc la Commission a accepté qu'on ne mette pas dans le mandat la défense. Nous avons un autre sujet important où nous avons demandé, avec l'Allemagne notamment, que le mécanisme qui était inclus au départ de règlement des différents États investisseurs soit pour le moins beaucoup mieux encadré. J'explique ce que c'est, parce que c'est la première fois que nous allons nous engager dans une négociation où nous allons mettre aux côtés des relations commerciales tout ce qui concerne l'investissement. Et nous avons déjà des mécanismes qui, d'État à État, prévoient des mécanismes de règlement des différends, des contentieux. Et nous sommes, notre position, à nous Français, mais l'Allemagne est sur cette position aussi, et de dire ces mécanismes d'État à État suffisent. Pourquoi ? Quand on regarde l'application de l'ALENA, qui est l'accord qu'ont conclu les États-Unis d'Amérique avec le Mexique notamment, on voit que ce mode de règlement investisseur-État a été introduit dans l'accord de libre-échange et on voit, compte tenu de la puissance des lobbyistes américains, on voit que c'est un nid à contentieux. Ça veut dire que les États, le Mexique en l'occurrence, est régulièrement attaqué par des entreprises américaines pour non-respect de l'accord. Donc ça, nous ne voulons pas que nos entreprises soient tout le temps soumises au feu roulant des lobbyistes américains. Il y a des accords d'État à État, ça suffit. Alors la Commission a fait un pas en avant, elle a accepté. Alors les Allemands ne demandaient pas l'exclusion, parce que ça, il faut que je vous en dise un mot de la tactique. Mais les Allemands étaient très attachés à ce qu'on encadre bien ce mécanisme. Donc il reste dans la négociation, mais il est encadré, comme le souhaitaient les Allemands, comme nous le souhaitions, pour éviter les dérives.
Alors après, c'est l'objet de la négociation, parce que les Américains vont pousser leur avantage. C'est normal, dans une négociation, on avance ou on recule. Et puis quelquefois, on trouve des compromis au milieu. Mais c'est très important, je voulais vous le signaler. Donc la Commission a avancé sur certains sujets. Alors évidemment, il y a le gros sujet des préférences collectives. Hein, vous savez ce que c'est, les préférences collectives, c'est nos législations européennes ou nationales. Bon, nous en avons en matière agricole, très importante. Nous ne voulons pas d'OGM. Ça, c'est une position commune à tous les États membres. Donc là, je pense que c'est très clair. Alors évidemment, en contrepartie, et on l'a bien vu aux États-Unis avec le représentant du monde agricole, on a bien vu que le problème des quotas d'exportation de viande de bœuf non aux hormones, en contrepartie, ils vont nous dire vous allez l'augmenter un peu. Mais ça fait partie de la négociation. Donc non aux OGM, non au bœuf aux hormones, je l'ai dit. Et nous avons aussi le sujet de la viande, de la méthode de décontamination des carcasses. Bon, ça, on n'en veut pas, hein. On ne fait pas comme ça, donc ils le savent. Alors, je crois que là, il n'y aura pas, j'ai parlé des indications géographiques, je pense que là, il n'y a pas de sujet de discorde entre les Européens, on est tous d'accord, et les Américains l'ont compris. Alors, je voulais vous dire aussi un mot bien sûr, des services audiovisuels. Alors, en la matière, la France défend une position très ferme, instruit de ce qui s'est passé pour le Canada, où nous n'avons voulu mettre aucune exclusion, et 5 ans après, on revient au point de départ. Donc, nous disons à la Commission que nous n'en voulons pas. Nous n'avons jamais mis dans un accord commercial les services culturels et audiovisuels. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu des velléités. Notamment en 1994, le commissaire européen, c'était M. Lord Britten, et au moment de la conclusion des accords du GATT, avant l'OMC. Et il y a eu une velléité de remettre ce sujet. À l'époque, c'était le président Mitterrand et le président Clinton qui ont dit non, on ne le met pas. Et depuis, on n'a jamais mis dans une négociation commerciale. Et je voulais dire au passage à Madame la Présidente que ce qui concerne les données personnelles, ça ne relève pas d'un accord de libre-échange. Ça, c'est très clair, et le commissaire de Gucht, le commissaire européen, l'a dit dans toutes les réunions techniques. Alors évidemment, les Américains vont vouloir, mais nous veillerons aussi dans le suivi à ce que ça ne revienne pas sur la table. Donc, l'exception culturelle. Alors, ce n'est pas le combat des Gaulois tout seul. On n'est pas isolé parce que moi j'ai quand même beaucoup consulté, encore la semaine dernière ou il y a 15 jours quand il y a eu la réunion de l'OCDE à Paris, j'ai eu beaucoup de bilatérales. Donc beaucoup de pays disent on est d'accord avec vous, mais on ne veut pas que ce soit exclu parce que si c'est exclu, les Américains vont eux-mêmes exclure. Oui, mais moi, je sais, je suis allée aux États-Unis, je sais, c'est ce que je dis à mes collègues et ce que je dis au commissaire, mais de toute façon, ils vont demander des exclusions. Vous savez que dans la négociation, il y a aussi tout ce qui concerne les services financiers. Et la finance, c'est les assurances, où nous avons des intérêts offensifs, parce qu'un assureur européen ne peut pas agir aux États-Unis. Le marché est fermé. Nous avons la finance pure, et puis nous avons les services bancaires. Et j'ai posé la question au négociateur américain quand j'y suis allée. Je lui ai dit, mais comment allez-vous faire parce que vous avez de nombreuses agences indépendantes. J'ai posé la même question sur les États qui ne sont pas liés par un accord commercial, les 13. Et il m'a dit, vous posez la bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Et notamment, je sais que dans les services bancaires, assurantiels et financiers, ils vont demander l'exclusion. Donc, autant s'y préparer en ayant nos lignes rouges. Et ce faisant, je défends non seulement des législations nationales, mais aussi la diversité culturelle européenne. C'est clair. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mène un raisonnement au bout, nous avons des politiques de subvention du cinéma, de l'industrie audiovisuelle. Non seulement je vais défendre l'industrie audiovisuelle, mais en même temps, je dis
On ne sait jamais. Vous avez vu l'évolution des technologies en matière de communication? Est-ce qu'il y a 15 ans, on aurait pu penser qu'il y avait une telle diversité de moyens audiovisuels? Qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans, au moment où pourrait s'appliquer l'accord? Je ne le sais pas. Donc, moi, je protège ce qui est aujourd'hui identifié, mais demain. Donc, je ne veux pas que ce soit dans la négociation. Alors, évidemment, mes collègues disent oui, oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Alors, on a un peu l'impression que la France, tout le monde est d'accord avec elle, mais quand il s'agit d'aller au bout, c'est quoi? C'est de dire si la Commission persiste. En plus, je trouve que ce n'est pas très adroit politiquement, dans une période où on voit bien que l'Europe suscite de plus en plus de désamour. C'est pas très malin, avant des élections européennes, de persister sur ce qui n'est pas qu'emblématique, qui est aussi le fait qu'on veut garder nos législations nationales et européennes en la matière. Certes, on veut protéger notre industrie, et puis les Américains ne le demandent pas. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai même vu lors du Festival de Cannes des grands producteurs des États-Unis qui sont venus dire aux cinéastes européens réunis à Cannes qu'ils étaient d'accord, donc qui tenaient à cette diversité. Mais comme nous aidons beaucoup le cinéma et la culture, vous avez voté, vous, au Sénat, la TVA réduite pour le livre numérique. Vous avez, on a pris des positions, on soutient le CNC. Bon. Et qui peut me dire que demain, les représentants de l'État fédéral américain diront « Mais dites donc, les conditions, il n'y a pas de réciprocité. Vous vous aidez et nous pas. » Ça ne va pas. Et ils pourraient nous attaquer devant l'OMC. Donc, vous voyez, c'est très concret. Et en même temps, on peut me dire « Ah ben oui, mais la France, comme d'habitude, elle n'est pas d'accord. » Mais vous avez vu un soutien formel des États membres quand la France a décidé d'intervenir au Mali. On était tout seul. Mais on l'a fait pour l'Europe. On l'a fait pour le monde. Eh bien, c'est la portée d'un message universel de la France. Et je ne suis pas sûre qu'on soit si isolé que ça. En tout cas, est-ce que la Commission prendra le risque que la France, deuxième puissance économique européenne, ne donne pas de mandat? Il y a quand même un petit problème. Pour une négociation aussi importante, je ne suis pas sûre qu'elle puisse se passer de l'accord de la France. Et si elle décidait de s'en affranchir, je pense que le sujet devient politique au niveau des chefs d'État. Il y a un sommet européen. Et je dis ça parce qu'il y a un G20 qui a lieu à Londres et que le président Obama va venir à Berlin. Et je pense qu'il s'exprimera sur cet accord de libre-échange. Il est à Berlin, je crois que c'est le 18 ou le 19, pour le 50e anniversaire de la déclaration du président Kennedy. Ich bin ein Berliner, pour ceux qui s'en souviennent. Et je crois que vous êtes nombreux ici à vous en souvenir. Voilà, donc voilà où on en est. Moi, je veux bien rendre compte après, pour faire la part de choses, des intérêts offensifs, une négociation qui va être longue et difficile, des intérêts défensifs aussi, une ligne rouge, des avancées qui sont insuffisantes à l'heure actuelle. Et je pense que nos collègues croient sincèrement, je vois bien que ma collègue hollandaise dit mais on peut obtenir l'ouverture des ports américains au commerce, au fret européen. Ils ont des intérêts offensifs, bien sûr, avec un grand port comme Rotterdam, mais je pense que là, c'est quand même faire preuve d'une certaine naïveté. Et en tout cas, ce que je ne veux pas, c'est que la culture fasse l'objet d'un chantage à la négociation. C'est trop facile de nous cornériser, de dire si vous voulez obtenir 2 indications géographiques de plus, vous négociez ça en contrepartie de la culture. Je ne marche pas. Je ne marche pas dans... Ce n'est pas un objet de marchandage. Voilà. Alors, je veux vous dire un mot aussi en matière de politique commerciale de la Chine, rapidement. Ça, c'est important parce que vous avez remarqué que dans le dernier parcours, la Commission fait valoir des intérêts de défense commerciale. La France a toujours été favorable aux intérêts de défense, aux mesures de défense commerciale. C'est la compétence de la Commission. C'est très important de le rappeler, la compétence exclusive de par les traités. Donc, comment fait la Commission?
En matière de panneaux photovoltaïques, elle a été saisie essentiellement par un consortium allemand et un consortium français aussi. Mais le consortium allemand et les intérêts allemands sont très supérieurs aux nôtres, même si ça nous a mis en difficulté. Photowatt, c'est dans la tête de tout le monde. Mais surtout, elle a fait son travail, elle a été saisie, elle a fait son travail technique et elle a conclu. Au printemps dernier, elle a conclu au fait qu'il y avait effectivement une procédure anti-dumping à proposer aux États membres. Donc, elle nous l'a proposé, elle nous avait déjà sondé à Dublin lors du sommet informel et elle l'a finalement proposé d'engager une procédure anti-dumping à l'encontre de la Chine. Elle a proposé des mesures provisoires, c'est-à-dire que pendant 1 an, il y aura un surcroît de droits de taxes de 11%, pour in fine être à 47% en décembre. C'est assez raisonnable. Et à côté de cela, c'est passé plus inaperçu, mais elle a engagé aussi une enquête. Et là, elle a utilisé une procédure exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle s'est autosaisie. Ça s'appelle la procédure ex officio, en bon latin. Elle s'est autosaisie sur le domaine des télécommunications. Vous savez que la Chine possède 2 grandes entreprises, Huawei et ZTE. Et elle va enquêter, elle va faire le même travail, et elle proposera à un moment donné aux États membres de prendre une position vraisemblablement ce sont 2 groupes très puissamment aidés par l'État et il y a une distorsion évidente de subventions, donc de pratiques de dumping. Donc elle nous demandera aussi notre avis. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Commission prend position se met en position de négocier avec la partie chinoise, notamment durant cette année. Et il n'y a pas de guerre commerciale avec la Chine. Alors, pour vous donner une idée, les contentieux, parce que ce n'est pas les seuls contentieux que nous avons avec la Chine, depuis qu'elle est rentrée dans l'OMC, il y a quand même des contentieux, mais les contentieux Europe-Chine, ça représente 1% du commerce. Et personne n'a intérêt à une guerre commerciale. Nous n'avons pas intérêt à une guerre commerciale, nos entreprises s'y portent de plus en plus. Et la Chine, quand l'Europe est en difficulté, on voit bien qu'on est le premier client des Chinois. Ils n'ont pas intérêt non plus à cette guerre. Donc, je crois que la Commission a bien fait, et nous l'avons soutenu très fermement, pour se mettre en position de négocier un bon compromis. Donc, je résume la position, pas de guerre commerciale avec la Chine. De toute façon, la Chine n'y a pas intérêt non plus, mais être en position de négocier et de mettre à profit cette année pour le faire. Ça, il me semble une posture assez intéressante et la Commission a bien fait. Et alors, évidemment, il y a un effet miroir à ça. L'effet miroir, c'est ce qu'a annoncé la Chine à l'endroit de la France, le 20. Mais ce n'est pas nouveau, ça. Ça fait quand même plusieurs mois que nous savions qu'il pourrait y avoir, quoi qu'il arrive, des mesures concernant le vin. Et puis, à l'endroit de l'Allemagne, les voitures haut de gamme. Donc, c'est en aparté, ça ne doit pas être au compte-rendu. Je ne veux pas commettre de fautes diplomatiques, ce n'est pas mon genre. Mais bon, Mme Merkel, qui n'avait pas soutenu la Commission, bon, voilà, parce que c'est vrai qu'ils ont peur des mesures de rétorsion. Bon, c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord avec la réciprocité. Mais il faut se faire respecter. L'Union européenne, c'est 500 millions de consommateurs. C'est la première force de marché mondiale. Donc, ce n'est pas par hasard si tout le monde veut faire un accord de libre-échange. Donc, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que bon, ça fait partie de la négociation. C'est évident que c'est mis sur la table
c'est assez normal. Il y a des procédures de contentieux à l'égard d'autres pays, Chine, États-Unis, on pourrait écrire un roman. Donc, c'est des relations commerciales normales, mais le message qu'on veut passer, la Chine a fait des gros efforts pour rentrer dans l'OMC. Il ne faut jamais l'oublier. Elle a commencé à vouloir rentrer dans l'OMC en 1985. Elle y est arrivée en 2001, après beaucoup d'efforts. Mais il faut qu'elle respecte les règles du commerce mondial. Voilà, c'est tout. Elle comme les autres. Elle n'est pas la seule. Donc, je pense qu'il faut avoir tout ça en tête. Et puis, je voudrais terminer sur un sujet qui est les responsabilités du commerce mondial en matière de normes sociales et environnementales. Vous avez tous suivi cet accident tragique qui est intervenu au Bangladesh. 1167 morts, si je fais le décompte exact, des entreprises européennes, nord-américaines impliquées dans cette affaire indirectement, parce que elles sont clientes, mais il se trouve qu'après, il y a une chaîne d'intervenants. C'est pas toujours facile de les suivre. Moi, je veux insister là-dessus parce que, en la matière, il y a eu il y a 15 jours, une réunion annuelle de l'OCDE. Je suis intervenue au nom de la France pour attirer l'attention de l'OCDE et il l'a mis dans ses conclusions sur le respect quand même de normes environnementales et sociales. Des ONG ont pris des initiatives concernant la sécurité des bâtiments qui n'est pas respectée à l'évidence au Bangladesh. Et des entreprises françaises ont très vite dit, comme Carrefour, ont très vite dit qu'elles se ralliaient à cette charte de sécurité des bâtiments. Auchan l'a fait dans la foulée, parce qu'il se trouve qu'à Bercy, pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que je crois à la responsabilité sociale et environnementale du commerce. Et parce que Bercy, ce n'est pas connu, mais abrite le point global de contact de l'OCDE. Nous avons une cellule qui met en œuvre ce point de contact. Quand il y a un problème, c'est un lieu où les ONG, les organisations syndicales qui veillent au respect du droit du travail, les entreprises, les élus aussi, peuvent se retrouver. Et je les ai tous réunis pour que la France prenne des initiatives. Je m'en suis entretenue avec le commissaire européen, M. De Gucht, le même, au commerce. Il est très sensibilisé. L'Union européenne va prendre des initiatives au mois de juillet concernant le respect de normes sociales et le commissaire m'a dit que c'est un problème humain aussi. On ne peut pas faire travailler des gens comme ça, c'est pas possible. Il n'est pas question de faire un boycott du Bangladesh. C'est pas la peine d'ajouter la misère à la misère. Mais il se trouve que notre ambassadeur auprès de l'ONU pour les droits de l'homme est français. Il s'appelle François Imray. Il était au Bangladesh juste après l'accident tragique et il a vu des enfants. Je ne veux pas faire de pathos, mais des enfants aux membres sectionnés qui ne pourront plus jamais travailler de leur vie et qui étaient dans ce bâtiment. Donc, voilà, je voulais vous le dire, mais c'est très important. On a une plateforme de la responsabilité sociale et environnementale au niveau du Premier ministre qui va bientôt, du reste, se réunir. Pas uniquement sur ces sujets, mais il se trouve que je suis une animatrice. Il m'a confié ce chantier en matière commerciale, comme je crois ma collègue Delphine Batho a aussi contribué, ministre de l'écologie, elle contribue aussi sur le volet environnemental à l'élévation des normes du commerce mondial. J'ai voulu vous le rappeler parce que ce n'est pas uniquement un problème humanitaire, ça attire l'attention. Je ne suis pas seule là-dedans. Vous savez que pour terminer, les Pays-Bas sont à la tête des pays donateurs du Bangladesh. Et ma collègue
des Pays-Bas, vous savez, les Pays-Bas sont très libre-échangistes, hein, a pris une initiative de réunir tous les États membres, dont la France ne fait pas partie directement. Hein. Elle contribue, mais par le biais de la Banque mondiale, par le biais de la Banque asiatique, mais pas directement. Elle réunit les pays donateurs, justement pour attirer leur attention sur le fait qu'il y a un minimum de règles à respecter. Voilà, je voulais vous en parler parce que ça fait partie aussi du commerce mondial et c'est pour ça que j'ai pris, comme on dit en diplomatie, le lead de cette affaire. En bon français. J'ai pris la tête, on va dire, en bon français, de cette initiative. Et du reste, il y a un forum mondial de l'OCDE sur ce sujet le 26 juin à Paris. On en reparlera. Bien, merci Madame la Ministre de cette présentation sur les volets environnementaux et ça fait partie de la proposition de résolution que nous avons adoptée en particulier. Et sur les protections aussi des données individuelles. Je me rappelle de ce paragraphe. Bon. La parole est à Monsieur Roland Courteau, œnologue de l'Aude. Donc, vous ne serez pas étonné de mon intervention. Moi, je voudrais revenir sur la mise en place des droits anti-dumping provisoires de 11% par la Commission européenne sur les panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine. Effectivement, comme vous l'avez indiqué, Madame la Ministre, ces droits seront portés à 47% à compter, je crois, du mois d'août 2013, c'est ça, hein? Nous sommes inquiets. Je vais vous dire pourquoi. Je partage tout à fait cette position sur les panneaux photovoltaïques. La France a soutenu cela et elle a eu raison de le faire, c'est très bien. Mais cependant, nous sommes inquiets. Je crois que mon collègue Gérard César ne doit pas l'être moins que moi, car en représailles, Pékin a lancé une enquête anti-dumping sur les vins importés d'Europe et dont la France, avec menace de taxation sur les vins si l'enquête s'est révélée positive. Or, je rappelle que la Chine, c'est le 3e marché pour l'exportation des vins français. C'est 800 millions de chiffre d'affaires et d'importants débouchés. Voilà, alors, bon, je sais que vous venez de nous rassurer en partie, Madame la Ministre. Je sais aussi que, ou je crois savoir que le Président de la République en a appelé à un projet de réunion des 27 États membres pour dégager, je cite, une solidarité de point de vue sur les négociations avec la Chine. Où en est-on de ce projet, Madame la Ministre? Bien, Monsieur de Montesquieu. Monsieur le Président, j'étais un peu surpris, Madame le Ministre, par votre chiffre selon lequel les États-Unis seraient 40% du commerce mondial. Nous deux. États-Unis, Europe. Oui, parce que je vois avec pas une légère préférence pour l'Union européenne. Pour l'Union européenne. Non, parce que j'étais un peu saisi, parce qu'il ne restait plus beaucoup de place pour la Chine, le Brésil, la Corée, le Japon. Nous sommes à 40% les deux, ce qui est déjà beaucoup. Donc nous sommes tout à fait d'accord. Il est évident que la réciprocité est un élément essentiel. Mais quels sont nos véritables objectifs dans ce libre-échange? Je peux très bien comprendre que la plupart d'entre nous soyons favorables au développement du commerce parce que ça allait retomber forcément sur la production et donc c'est une lutte contre le chômage. Mais aujourd'hui, l'Europe, enfin, dans sa moyenne, a une faible compétitivité. Notre pays en particulier, ça a été souligné par le rapport de l'OCDE, par le FMI. Est-ce que nous avons intérêt à négocier en position faible? Vous avez souligné aussi les problèmes agricoles, le fait que nous refusions les OGM, mais le système est un peu boiteux parce que nous importons du soya OGM du Brésil, du Venezuela et sans doute des États-Unis aussi. Donc les règles là sont un peu confuses et je pense que nous aurions tout intérêt à ce que ces règles soient beaucoup plus claires. Pour le bœuf aux hormones, vous dites on va peut-être être amené à en importer un peu plus. Mais Pas aux hormones, on n'en veut pas. Mais non, où il n'y a pas d'hormones.
C'est Absolument possible pas. que les Non, parce que Américains nous autrement, disent, en contrepartie, je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui c'est 10% le quota, ils vont peut-être nous demander 20%. Décidément, je comprends mal. C'est Mais moi est-ce qui que... m'exprime Non, pas pas bien. du tout, mais parce que c'était un peu incohérent que refusant le bœuf aux hormones, on en augmente un peu les importations. Non. Donc, non, mais vous avez été très clair Ensuite, il y a un élément dont on n'a pas parlé, ce sont les normes comptables, qui sont très différentes, et je pense que dans nos échanges, c'est un élément très important qu'il faut soulever. Autre point, les subventions et les conditions financières des exportations. On assiste périodiquement à des conflits Boeing-Airbus ou Boeing-EADS parce qu'on considère que l'un subventionne et l'autre et nous moins, et vice-versa. Enfin, un problème qui a été soulevé lorsque vous étiez le rapporteur général à la Commission des finances, la fiscalité des opérateurs informatiques. Le cas de Google, par exemple. Nous sommes dans une situation de faiblesse au niveau de l'Union européenne, parce que des pays comme l'Irlande et le Luxembourg ont des positions très différentes de la nôtre. Est-ce que pour négocier un domaine qui concerne des milliards d'euros, est-ce qu'il n'y a pas un préalable à ce que les membres de l'Union européenne et de la zone euro en particulier appliquent les mêmes règles fiscales à ces opérateurs? Merci, Monsieur Martial Bourquin. Oui, Madame la Ministre, après la réunion de la Commission européenne et de la Commission économique, vous venez de nous présenter une position de la France à l'Europe, dans ces négociations, qui est intéressante parce que vous mettez en avant plusieurs choses, dont la clause de sauvegarde de certains secteurs, qui est pour nous quelque chose de fondamental. Deuxième chose, les préférences collectives, c'est-à-dire les questions des OGM, des hormones. On ne veut pas que l'Europe devienne le jardin de Monsanto. Ce serait une possibilité. Simplement, quelques considérations d'ordre général. Cette négociation n'est pas facile et vous avez dit, Madame la Ministre, qu'il était possible que sur une question comme celle-là, il se pouvait que la France opère un retrait. Moi, j'aime bien entendre ça parce qu'on n'a pas affaire en face de nous à un nain politique. On a la première puissance mondiale, on a une puissance qui est régulièrement mise devant l'OMC pour des entorses très sévères à l'OMC, c'est-à-dire qui veut l'ouverture des marchés, mais qui ne se les applique pas à elle-même. Et surtout, elle a une arme considérable, cette puissance, c'est qu'elle manie la dévaluation de la monnaie, qui donne au niveau de la compétition avec la Chine, il faut le dire, et qui est une arme absolue lorsque on parle de compétitivité et d'équilibre des échanges. Et c'est pour cela que moi j'ai beaucoup apprécié votre intervention, parce qu'elle est à la fois dynamique, c'est-à-dire une volonté, s'il y a possibilité, d'avoir un accord, pas à n'importe quelle condition, parce qu'une Europe ouverte, certes, mais une Europe offerte, non. Et franchement, ce que j'ai entendu dans vos propos tout à l'heure me fait penser que la France va défendre des positions, va défendre des valeurs dans cet accord, en sachant que l'entreprise n'est pas facile du tout. On a, je le dis bien, nous sommes le plus grand marché au monde, mais à côté de ça, la naissance politique de l'Europe reste à faire. Et en face de nous, on a la première puissance du monde, qui veut ouvrir, bien sûr, plus de marchés, mais qui, en même temps, elle n'est pas prête. Regardez les quelques plaintes qu'il y a à l'OMC concernant l'industrie, où systématiquement, lorsque c'est dans des secteurs sont en danger, elle n'hésite pas à taxer, à mettre des droits de douane. Je prends un exemple, ce que vous avez dit sur la Chine. 1 an avant, l'Amérique avait réagi en taxant très sévèrement les panneaux photovoltaïques. Alors, je voudrais dire à mes collègues, faisons attention, l'Europe, après la porcelaine, elle prend les panneaux photovoltaïques. On s'est assez plaint que l'Europe était passoire, puis quand elle prend des bonnes décisions, il faut dire qu'elle va dans le bon sens. Et j'ai apprécié aussi que la ministre dise qu'on se mettait en position de négocier
pour sortir à un moment donné du blocage et faire en sorte que les secteurs subventionnés, eh bien, à un moment donné, qui vendent en dessous des prix de revient, soient remis en cause comme technique de politique internationale concernant l'exportation. Voilà, moi j'ai senti un gouvernement qui voulait défendre des valeurs, des positions, et puis surtout culture, défense, service public. Ce sont des questions sur lesquelles on doit être, je dirais, presque intransigeant. Puis, Madame la Ministre, à mon tour, je voulais revenir sur le coup de colère de la Chine vis-à-vis des mesures annoncées de la part de la Commission européenne, parce que visiblement, ce pays n'a pas attendu le temps des négociations pour prendre des mesures de rétorsion vis-à-vis des produits français, et notamment l'un des plus emblématiques, qui est donc le vin, comme l'a dit notre collègue Roland Courteau. Et toute la filière est inquiète, sachant que c'est une filière très fortement exportatrice. Et il y a, je crois, mais Gérard César en parlera peut-être, des exemples déjà très concrets au niveau de ce commerce des vins d'exportation française. Je voulais aborder un autre point également avec vous, parce que vous avez eu l'occasion de vous exprimer sur les transferts de technologie qui accompagnent un certain nombre d'exportations de produits. Et il est même question, pour certains pays émergents, de tickets d'entrée qui donc s'attachent aux produits importés. La condition serait le transfert des technologies qui les accompagneraient. Alors, j'aimerais savoir si ce point est abordé dans le cadre des échanges commerciaux ou pas, et quel est votre point de vue sur le sujet. Et puis, je profite de votre présence pour que vous nous donniez quelques éléments chiffrés sur les chiffres de nos exportations, puisque l'année 2012 nous laisse un sentiment un petit peu mitigé au niveau des chiffres, puisque le déficit est en léger recul, mais plombé par les dépenses énergétiques. En revanche, sur le premier trimestre 2013, il semblerait qu'il y ait un net recul des ventes, et en tout cas recul pas vu encore depuis l'année 2009. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse sur ce point? Merci. Merci. Après les Côtes du Rhône, après être passé par l'Aude, je vais donner la parole au Muscadet, Monsieur Vaugrenard. Merci. Le partenariat transatlantique, s'il aboutissait, serait effectivement quelque chose qui ne serait pas anodin. Vous l'avez souligné au niveau des échanges commerciaux, bien entendu, au niveau du produit intérieur brut que représente l'Europe additionné aux États-Unis d'Amérique, également au fait que la France participe à tout cela et est quand même la 5e puissance économique mondiale. J'ai bien apprécié particulièrement une partie de votre intervention lorsque vous indiquez que nous sommes aussi porteurs d'un message universel. Et je pense que les échanges économiques ne reposent pas uniquement sur l'économie. Ils reposent parfois aussi sur les droits universels. Et la France est appréciée aussi pour cela, pour son histoire, pour sa culture, et on le mesure de manière souvent très insuffisante lorsqu'on réfléchit uniquement dans les limites étroites de notre territoire. Ça compte. Et lorsque vous avez fait référence en particulier à notre intervention au Mali, c'est le type d'exemple même symbolique qui montre que cela compte. Mais je voulais aller dans cette direction-là précisément. Lorsqu'on évoque nos échanges avec la Chine, vous avez évoqué le Bangladesh tout à l'heure, plus de 1000 morts, et notamment des enfants. On a le sentiment parfois que, du fait qu'un pays a des centaines et des centaines de millions d'habitants, ses habitants lorsqu'ils meurent ou ses enfants lorsqu'ils décèdent n'auraient pas la même valeur qu'à partir du moment où ils ne sont pas dans un pays à la population moins importante. Et ceci, bien entendu, est parfaitement scandaleux et anormal. Et j'en viens, dans cette logique-là, aux accords qui existent aujourd'hui dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Un certain nombre de pays ont été acceptés après beaucoup d'efforts, vous l'avez souligné, c'était le cas de la Chine de 1985 à 2001, mais au bout du compte, sans que ces pays respectent pour autant, de manière rigoureuse, les normes de l'Organisation internationale du travail. C'est-à-dire que ces pays participent et bénéficient
de leur participation et de leur adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Et pour autant, des enfants peuvent travailler pour élaborer des produits qui nous sont vendus par ailleurs. L'égalité homme-femme, n'en parlons pas dans certains pays, même si nous avons des progrès et des marges d'effort à faire. Bref, est-ce que dans le cadre de ce partenariat transatlantique, il va être discuté également de la nécessité de faire respecter les normes de l'Organisation internationale du travail dès lors que ces pays participent à l'Organisation mondiale du commerce? La deuxième question, Madame la Ministre, c'est dans l'hypothèse, rêvons un instant, où ce partenariat transatlantique était signé assez rapidement. Il s'imposerait donc dans cette hypothèse à l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Mais dans cette même hypothèse, il ne s'imposerait pas à l'ensemble des 50 États des États-Unis d'Amérique. Est-ce que ceci est logique? Est-ce que ce fait même-là, ne considérez-vous pas que c'est une forme de concurrence déloyale et que du coup, je dirais presque par un postulat de réflexion, on peut s'interroger sur la réalité fondamentale de ce partenariat transatlantique? Si, je ne suis pas sûr que l'amendement Vaugrenard à la Constitution américaine puisse passer, mais Monsieur César. Oui, après les autres régions viticoles, le Bordeaux arrive. Et le Bordeaux a la preuve que les Chinois appliquent d'ores et déjà les mesures de rétorsion. J'ai la preuve formelle. Vendredi dernier, un conteneur de ma coopérative qui devait partir en Chine n'est pas parti parce que l'importateur a décidé de ne pas le faire partir tant que le problème n'était pas réglé. Donc il y a déjà des mesures coercitives qui sont prises avant les négociations. Ça me paraît important de le souligner. Et je crois que ce n'est pas fini, malheureusement. Deuxièmement, Madame la Ministre, vous avez souligné les accords concernant l'IGP, les indications géographiques. Je crois que c'est très important, et vous avez bien fait de le souligner, par rapport donc aux accords bilatéraux avec les USA. J'en profite, puisque je parle de l'Amérique du Nord, et aussi de parler du Chili. Le Chili par rapport à la viticulture, Madame la Ministre. J'attends qu'elle ait fini avec sa conseillère. Non. Merci, Madame la Ministre. Le Chili en profite du fait que la Chine prend des mesures de rétorsion par rapport aux vins français pour diminuer ses droits de douane et ainsi envahir. Mais ça y est, ils confirment, ils ont abaissé leurs droits de douane pour profiter justement des marchés à l'exportation par rapport aux vins chiliens. Je voulais vous le préciser. Dernier point que je voudrais souligner, c'est, Elisabeth Lamure l'a souligné et Roland Courteau, je voudrais souligner auprès de vous, Madame la Ministre, vous avez en tutelle Ubifrance. Puisque j'ai l'honneur de représenter le Sénat au conseil d'administration d'Ubifrance, nous nous sommes rencontrés d'ailleurs, je voudrais vous demander si, par rapport au budget 2014, vous soutenez l'action d'Ubifrance, qui est quand même le bras séculier de notre exportation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Merci. Merci, Monsieur César, le Bordelais. On sort de l'épure qui était prévue, mais Monsieur Jean Bizet. Merci, Monsieur le Président. Quelques réflexions. D'abord, je me réjouis, je pense que, comme tous les intervenants précédents, que puisse se lancer un contrat de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Ça ne va pas être facile, ça durera de nombreuses années, mais il est évident que ça permettra de recentrer, entre guillemets, l'essentiel du commerce mondial qui était plutôt parti en direction du bloc Asie. Je suis un petit peu, je dirais, déçu de l'attitude, dans un premier temps, excessivement défensive de l'Union européenne et de la France en particulier. J'ai voté la résolution sur le culturel, je l'ai voté. Mais faisons très attention, si vous voulez, de ne pas le mélanger, et le contenu et le contenant. Pour la bonne raison, c'est que vous l'avez fort bien dit, Madame la Ministre, dans 10 ou 15 ans, quand, si vous voulez, ces mesures viendront en application, quels seront les contenants de l'époque, si vous voulez. Donc, d'emblée, être, je dirais, assez braqué et défensif sur cet aspect, et je comprends qu'on puisse être tout à fait prudent en ce qui concerne le contenu. Méfions-nous de ne pas non plus à nouveau laisser la France à l'écart de ces grandes évolutions technologiques.
Je reconnais une honnêteté intellectuelle, je dirais tardive de l'Union européenne sur le sujet précisément des hormones, parce qu'on a abandonné, je dirais, le champ de la discussion de ce sujet sur le plan scientifique, puisque Codex Alimentarius aidant, on n'a jamais pu arriver à prouver précisément la dangerosité de cela, mais il faut respecter les préférences, je dirais, qu'on appelle collectives. Donc, on appelle ça maintenant préférence collective. Donc, je préfère plutôt aborder cette approche, si vous voulez, sous cet angle-là, plutôt que sous l'angle scientifique, puisqu'on ne l'a jamais prouvé. Donc, même cas de figure en ce qui concerne, entre guillemets, les biotechnologies. Je n'aborderai surtout pas le sujet, parce qu'il y aurait de quoi faire un débat à lui tout seul avec cette question. Mais vous le devinez et vous le savez maintenant tout aussi bien que moi, c'est un sujet qui se paiera très cher. Je sais à peu près quelle sera la ligne de partage, mais ça se paiera très cher entre les États-Unis et l'Union européenne. Moi, je voudrais venir sur 3 points, si vous voulez, en ce qui concerne les échanges commerciaux internationaux. Donc, je déborde du bilatéral entre les États-Unis et l'Union européenne. Moi, je pense que l'on peut se réjouir de la désignation, de la nomination d'un nouveau directeur général à la place de Pascal Lamy. Pascal Lamy a été, je le dis très clairement, brillant et particulièrement efficace à la tête de l'OMC. Bon, au bout de 2 mandats, il ne pouvait plus continuer. Son successeur, M. Azevedo, que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de l'UIP à Bruxelles il y a quelque temps, devrait être en place à partir de septembre-octobre. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour mettre à plat, j'ai déposé 3 amendements qui ont été validés il y a à peu près 3 semaines dans le cadre de l'UIP. D'accélérer la dématérialisation, union interparlementaire, accélérer la dématérialisation des procédures administratives des échanges commerciaux. Parce qu'on voit très bien que les droits de douane, si vous voulez, sont arrivés à un point difficilement compressible davantage. 4-5%, ce sera difficile. Par contre, le coût des procédures administratives procédant à ces échanges commerciaux sont encore lourds. Donc, il serait pertinent, à mon avis, de dématérialiser ces procédures. Et je pense que là, la France est fort bien placée pour aborder cette question. Et ce serait l'occasion d'accélérer, si vous voulez, un rapprochement nord-sud. Là, ça a été approuvé, si vous voulez. Là, il y a une matière à continuer de travailler ce sujet. Deuxièmement, cet accord bilatéral entre les États-Unis et l'Union européenne devrait se faire, mais je pense que ça se fera, mais j'aimerais une confirmation de votre part, devrait se faire sous l'égide des fondamentaux de l'OMC, qui est par définition multilatérale, et donc il ne faudrait pas que ces négociations bilatérales se fassent en marge d'une approche multilatérale. Et le 3e point, vous l'avez évoqué, c'est les passerelles entre l'OIT et les instances environnementales internationales. On la réclame depuis déjà des années. C'est une œuvre de longue haleine. Il faudrait maintenant essayer d'obtenir un résultat. Et le dernier point, malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais d'accord sur ce point. C'est dommage, tout simplement parce que dans les 152 ou 155 pays membres de l'OMC, beaucoup, si vous voulez, sont des pays soit émergents, soit en voie de développement. À quand la redéfinition précisément de cette notion, donc de pays émergents, non, mais de pays en voie de développement. Parce que le jour où on réglera ce problème, eh bien, nous aurons beaucoup moins de problèmes avec la Chine, le Brésil et l'Inde. Merci. Merci Jean. La parole est à Monsieur Richard Young. Merci Monsieur le Président. J'ai une question simple sur le volet de propriété industrielle dans ces négociations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y a un sujet sur la politique des brevets, la législation des brevets américains? Je suppose qu'il y a le volet des indications, des différentes indications géographiques, indications d'origine, AOC, etc. Les obtentions végétales, qui est un sujet que nous avons traité il y a quelque temps ici. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce volet-là? Merci. Monsieur Gattolin.
Le dernier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, bonsoir. J'aurais deux questions qui sont en marge et en même temps, à mon avis, au centre des questions que nous venons nous poser. L'une concerne les études d'impact régionales, c'est-à-dire au niveau de la France, des grands traités de libre-échange ou accords de libre-échange que nous opérons. Il y a 2 mois et demi, j'accompagnais le Premier ministre dans sa visite officielle au Canada et au Québec. J'ai cherché pendant plusieurs mois à effectivement obtenir l'impact en France des études d'impact sur le traité de libre-échange entre le Canada et la France. Au niveau européen, il n'existe rien. Au niveau français, on ne m'a pas donné grand-chose. J'ai la chance de bien connaître le gouvernement québécois et l'Assemblée nationale du Québec a procédé pour plus de 7 millions de dollars d'études d'impact. Donc ils savent très précisément les scénarios de ce que pourraient donner ces accords au niveau de la province du Québec. Et l'autre aspect aussi qui m'a beaucoup étonné en m'intéressant à ces négociations et notamment au rôle joué par le commissaire au commerce, M. de Gourt, c'est qu'il y a eu beaucoup d'étonnement sur la question effectivement dans les négociations de l'Union européenne avec le Canada du poids d'acceptation ou non par les différentes provinces des accords qui étaient signés. Question qui se reproduit à une puissance pratiquement 10 au niveau des États américains. Donc comme la France prend pour le coup beaucoup plus à bras-le-cœur la question des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis, je voudrais savoir, alors je sais que le périmètre de ce qui sera discuté n'est pas encore déterminé, mais si nous allons véritablement engager des études d'impact, tel que cela a été d'ailleurs préconisé par le rapport du président Sutour, et sur lequel nous insistons beaucoup, parce qu'on entend des chiffres européens, on nous dit une augmentation de 0,5% de la croissance, on nous donne des chiffres d'emploi, mais on n'a aucune idée de ce que ça pourrait donner concrètement sur l'économie française. Le deuxième point correspond aussi là aussi à un autre point, mais qui est aussi lié à mes nombreux voyages que je fais au Canada, en Inde, en Israël jusqu'à hier, et où je rencontre notre diplomatie économique. Je suis particulièrement étonné par l'énorme dissociation et la fonctionnalité de cette dissociation entre ce que font les conseillers économiques des ambassades, qui sont généralement chargés des grands comptes, comme on dit, et puis UbiFrance, qui dépend de votre ministère, qui s'occupe des PME-PMI, réalisant une étude d'impact sur l'industrie du jeu vidéo. Donc j'ai procédé à des entretiens au Canada. J'aurais pu aller finalement directement voir les sociétés. Je suis passé par les organismes officiels. Alors je me retrouvais d'un côté avec Ubisoft, qui est un grand compte, donc qui était géré par le conseiller économique, et la myriade de PME-PMI gérée par UbiFrance. Enfin, c'est un petit côté quand même, je ne sais pas si c'est ubuesque ou courtelinesque, mais enfin il s'agit du même secteur. Les PME, PMI françaises qui vont s'installer à Montréal, elles le font aussi parce qu'il y a Ubisoft. Et c'est très compliqué parce que les acteurs eux-mêmes de notre diplomatie économique sont très très ennuyés parce qu'il n'y a pas de coordination sectorielle. Les grands comptes d'un côté, le MAE, et puis Ubifrance, le commerce extérieur. Et c'est vrai que ça facilite quand même pas le travail de l'implantation de nos entreprises. Merci. Merci. Par pure protection, le Vendéen, Monsieur Merceron. Merci, Président. Madame la Ministre, c'est juste un souhait, une interrogation à partir d'un cas pratique. Je viens d'être sollicité par un chef d'entreprise vendéen en relation avec une société chinoise et qui a des difficultés pour obtenir des services consulaires, des visas dans des délais raisonnables pour des cadres chinois qui viennent en formation dans l'entreprise vendéenne. Le délai est trop long et c'est un frein supplémentaire à l'activité de cette entreprise. Il serait souhaitable qu'il y ait une attention particulière de portée par notre administration pour faciliter ces échanges. Merci, Monsieur Merceron. Il n'y a pas que les cadres dans les entreprises, il y a aussi des problèmes d'enseignants du supérieur, des recrutements. On a les mêmes problèmes un peu partout. Madame la Ministre. Alors, il y a eu pas mal de questions sur le vin. Ah, je reconnais bien là la tradition sénatoriale et la tradition française que vous honorez. Je serai à Vinexpo le 17 juin. Donc j'aurai évidemment à m'exprimer à ce sujet. Il est évident que je soutiens les producteurs français. Et citant M. Karel de Gucht, commissaire européen, flamand avec une réputation libérale, il a dit, à ma connaissance, il n'y a pas de vin qui soit subventionné.
En France, pas plus qu'ailleurs. Bon, donc c'est quand même une grosse différence avec les panneaux photovoltaïques. Alors, cela étant, je voudrais quand même vous donner des informations sur cette affaire. La Chine va faire la même chose que fait la Commission européenne de son côté. Elle va pratiquer une enquête qui peut aller jusqu'à 18 mois. Elle peut prendre des mesures provisoires de la même manière. Non, parce que ce que vous évoquez, en disant que déjà elle bloque en douane des importations, ça, c'est une pratique assez courante. Elle n'est pas la seule à le faire. C'est vraiment tous les obstacles non tarifaires, les bisbilles. Le savez-vous qu'il y a quelques semaines, j'étais dans le Cognacé, en Charente. Eh bien, pendant plusieurs semaines, la Chine a bloqué des ballots de cognac. Bon, personne ne l'a su. Les cognacés n'y tenaient pas non plus à ce que ça en fasse de la publicité là-dessus, mais c'est vraiment des choses qu'on voit. On voit au Brésil, on voit au Japon. Il y a toujours quelque chose qui fait que. Donc ça, de toute façon, c'est une pratique malheureusement courante et typiquement protectionniste. Et puis bon, ça permet en échange, on retarde. Bon, ça fait partie des aléas du commerce. En revanche, ils le font. C'est pas la première fois. Oui, mais ça revient un peu, c'est une mesure préventive. Bon, ils pratiquent à leur manière une forme de patriotisme. Mais ce que je veux dire, ce qui est important, et ça c'est important pour vous, que vous le sachiez, que les défenseurs du vin, là, le Côte-du-Rhône, le Bordeaux, le vin de l'Aude, bien sûr, qui est beaucoup monté en gamme en plus. Alors, oui, mais bon. En France, maintenant, avec le réchauffement climatique, même la reine d'Angleterre, vous avez remarqué, a acheté des plants de vigne. Il y aura la vigne en Angleterre. Alors, bon, donc le vin a quand même de beaux jours devant lui. Bon, ce que je veux dire, c'est que, d'une part, je pense que le haut de gamme, c'est pour ça que votre remarque sur le vin chilien est cher. En Chine comme ailleurs. Il est très, très cher. Je crois que tous les segments haut de gamme, franchement, même s'il y a des droits de douane, c'est hors marché. Voilà, on est bien d'accord. Et puis, en Chine, il n'y a pas de moyenne gamme. Il y a, je ne veux pas être désagréable, mais il y a le vin en vrac, qui n'est pas le vin d'une qualité exceptionnelle. Et c'est vrai que là, c'est celui-là qui peut souffrir. Donc, je pense qu'il faut être attentif. Alors, les plaignants, c'est-à-dire les Chinois, ont fait leur propre évaluation de ce qu'ils appellent le dumping européen sur le vin. Alors ça, c'est important. Ils l'estiment à 21,52%. Alors, qu'est-ce qu'ils évoquent comme aide? Ça, c'est important que vous le sachiez. Les aides octroyées dans le cadre de l'Organisation commune de marché unique, OCMU. Des plans d'aide. Alors, l'aide à la distillation, par exemple. Ils considèrent que c'est une aide. Ils la comptabilisent. Des aides à la promotion. Des assurances agricoles. Ils considèrent que ce sont des aides. Et des aides au développement rural. Les aides régionales. Ils considèrent qu'en Corse, par exemple, il y a une aide régionale, ce qui ne doit pas être faux quelque part. Donc, voilà. Donc, ils consolident tout ça, ils arrivent à 21,52%. Il faut savoir leur méthode de comptabilité, ce que nous ne considérons pas comme des subventions. Voilà. Mais je vous donne les chiffres comme ça. Ça vous permet comme vous êtes bien placé, ça vous permet d'argumenter. Alors moi, je n'ai pas de souci là-dessus. On est aux côtés des producteurs, je le dirai à Vinexpo publiquement, mais je vous le dis d'ores et déjà. Mais je pense que ça fait partie de... voilà. Alors, monsieur de Montesquieu, vous parliez négocier en position faible. Justement, peut-être je me suis mal exprimée, mais je dis au commissaire européen, nous sommes 500 millions de consommateurs. Nous sommes une force de marché, la première mondiale. Il faut quand même le savoir. Donc, servons-nous de cette force, de cette attractivité pour négocier. Moi, je ne veux absolument pas qu'on se mette en position de faiblesse.
Mais dire ce qu'on veut et dire ce qu'on ne veut pas. Je pense que c'est préférable que de dire on met tout sur la table. Parce qu'à l'arrivée, ça fait le Canada, 5 ans après, on retourne à la case départ. On n'a pas avancé d'un pouce parce que les Canadiens, au moment de conclure, et les négociations sont arrêtées depuis la fin de l'année dernière. Le commissaire a dit, écoutez, si vous remettez tout en question, faute de l'avoir réglé au début. Donc je dis, ne refaisons pas cette erreur. Les États-Unis, c'est le Canada puissance 10. Vous l'avez dit, c'est un État fédéral. C'est compliqué. L'Inde aussi, c'est très compliqué. C'est un État fédéral, avec une notion du temps qui n'est pas celle des Européens et des États-Unis ou des Canadiens. Donc, je pense qu'on n'est pas en position de faiblesse. Au contraire, il faut se servir de sa force de marché qui est réelle pour aborder cette négociation de manière offensive. Alors, M. Bourquin a bien illustré le concept de réciprocité au travers des marchés publics. Comme vous le savez, les marchés publics américains sont beaucoup plus fermés que les marchés publics européens. Donc, nous, on veut s'appuyer tout au long de cette négociation sur le fait que si on ouvre, il faut que l'ouverture soit en face. Et après, on appréciera où on met le curseur. Donc, ce n'est pas normal que des marchés publics soient fermés totalement, et c'est l'objet de la négociation. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux Allemands, parce que la notion de réciprocité, ils n'aiment pas. Bon. Et l'Allemagne est une puissance exportatrice de premier ordre, vous avez remarqué, mais j'essaie de leur expliquer que nous, on est pour le libre-échange, mais à condition qu'en face, on ait la réciprocité. Que c'était ça, la réciprocité, c'était pas d'exiger ce qu'on ne peut pas exiger d'autres pays. Mais puisqu'on ouvre, il faut aussi que les autres en face le fassent. Alors, il a évoqué le problème de la parité dollar-euro. Je ferai remarquer que l'Union européenne, ce ne sont pas que des pays de la zone euro. Qu'il y a des pays qui n'ont pas l'euro. Donc le problème de la monnaie n'est pas le sujet, des négociations. Et je rappelle quand même que toutes les déclarations des G20 récents, et il y en a un bientôt à Londres, notamment par rapport à la politique mise en œuvre par le Premier ministre japonais, M. Abe, rappellent que les dévaluations de monnaie doivent servir à relancer la demande intérieure et pas à faire de la dévaluation compétitive vis-à-vis des autres économies. Bon. Donc à un moment donné, il faut apprécier la portée des déclarations du G20. Alors, Madame Lamure, vous avez posé un problème, à part celui du vin. Comme vous êtes rapporteur du commerce extérieur, vous avez parlé des transferts de technologie. Ils ne sont pas dans l'accord. Ça, c'est une politique d'entreprise. Moi, je me suis exprimée là-dessus. Et ça pose le problème de ce qu'est aujourd'hui le commerce international. On n'est plus dans la notion, notamment vis-à-vis des grands émergents, même des émergents intermédiaires, on arrive dans un pays, on a le produit le meilleur, on le vend. Soit on a un produit de niche, effectivement, là, il n'y a pas de sujet, soit on est en concurrence, ce qui nous arrive quand même assez souvent, y compris avec nos amis allemands ou espagnols ou italiens, hein, quand même, sur beaucoup de marchés. C'est vrai que tous ces pays vous demandent de vous internationaliser. Ça veut dire qu'il y a un ticket d'entrée sur un marché, il faut produire localement, et en général, les entreprises, elles font leurs arbitrages, elles produisent là où sont leurs marchés, parce qu'on est toujours mieux proche de son marché. Et en même temps, c'est vrai qu'ils demandent des transferts de compétences, des transferts de savoir-faire et des transferts de technologie. Et dans le commerce aujourd'hui tel qu'il est, internationalisé, il faut prendre tous ces facteurs et admettre qu'un acheteur de nos produits et de nos services soit aussi un partenaire, d'où la nécessité pour de nombreuses entreprises de trouver des partenaires, faire des joint ventures, faire de la croissance externe, racheter des entreprises,
mais en même temps de transférer une partie de leurs compétences. Alors, il faut que dans certains secteurs stratégiques, le nucléaire, par exemple, c'est évident que l'État, c'est un secteur stratégique, l'État a son mot à dire et il le dit. Ne serait-ce que parce qu'il participe au conseil d'administration des deux grandes sociétés. Donc, il doit encadrer ces transferts. Mais il faut admettre que celui qui est aujourd'hui un acheteur devienne un partenaire, et de plus en plus c'est ça, c'est du partenariat industriel, et peut-être demain un concurrent. Il faut le savoir. Donc il faut toujours avoir un point d'avance de valeur ajoutée sur notre territoire. C'est pour ça que nous avons une grande attractivité, notamment au travers du crédit impôt recherche, il ne faut pas le nier, hein, c'est important, mais aussi au travers du crédit impôt de compétitivité. Et je pense qu'il faut toujours garder ce temps d'avance parce qu'il y a des pays qui nous rattrapent assez vite. Mais enfin, il y a de la marge encore, il ne faut pas se faire peur. Hein. Alors, vous avez posé la question des chiffres du commerce extérieur. Vous avez bien lu les chiffres, Madame la rapporteure. C'est vrai qu'en 2012, on est passé de 74 milliards de déficit à 67 milliards, que nous avons une facture énergétique qui a augmenté aussi. Bon, moi, j'ai reçu un objectif, c'est d'arriver à l'équilibre hors énergie. Parce que l'énergie, franchement, le cours du pétrole, je ne sais pas faire. Hein. Je sais faire de l'efficacité énergétique. Et en plus, je sais la vendre dans le monde. Parce que tous les pays, même ceux qui sont des gros fournisseurs de pétrole, se préoccupent d'efficacité énergétique. J'ai pu le constater dans toute la péninsule arabique. La preuve, même l'Arabie saoudite est en train de travailler avec la France pour se doter d'une industrie nucléaire. C'est lointain, mais ça avance. Donc, je vois bien que tout le monde est soucieux de ne pas dilapider sa ressource pétrolière et gazière. Donc, les chiffres sont à une légère amélioration. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Le premier trimestre, vous avez raison. Si je compare au premier trimestre de l'année dernière, il n'est pas bon. Le mois de mars a été meilleur, mais n'a pas permis de rattraper. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est sûr que notre marché de proximité, on a un problème. Le marché de proximité, c'est l'Europe. Et on a un problème, par exemple, on le voit très bien dans l'automobile, c'est la chute de l'Espagne et de l'Italie, qui, franchement, là, nous plombe. Alors, il y a en avril, les chiffres d'avril sont meilleurs, mais ils sont même assez bons. Il y a un rebond de nos exportations. Hein, je crois qu'on fait un saut de 4 et quelques %, mais de nos importations aussi. Mais ce qui n'est pas forcément mauvais. Ça veut dire que peut-être qu'on pourrait faire repartir un peu de croissance. Et c'est vrai que ce que donne la Commission européenne, les 2 ans d'ajustement budgétaire, c'est quand même bienvenu en France et c'est une bienvenue immédiate pour l'Italie et pour l'Espagne. Cela étant, quand l'automobile repart, les importations surtout repartent. Hein, donc on sait bien qu'on a un problème concurrentiel. Donc on le sait ça. Hein, et je vois que de plus en plus Peugeot est en train de se développer hors d'Europe. Hein, je les ai rencontrés la semaine dernière en Asie du Sud-Est et je leur ai dit, vous avez beaucoup dans tous ces pays où vous devriez vraiment faire des scooters parce que tout le monde ne peut pas se payer une voiture en Asie du Sud-Est et c'est très prisé. Donc ils vont essayer de voir, mais je pense qu'ils feront une usine au Vietnam s'ils le font, parce qu'ils veulent être près de leur marché. Ça me paraît une stratégie d'entreprise normale. Alors, vous avez évoqué, Monsieur Vaugrenard, à juste titre, et ça a été aussi évoqué par Monsieur Gatelin, je crois, mais le rapprochement, vous êtes parti des normes sociales, et c'est vrai, ça me permet de répondre aussi à Monsieur Bizet sur ce point. Vous avez parlé du commerce mondial, des règles de l'OMC, et moi j'ai reçu, vous avez parlé de la nomination du nouveau directeur général, et il se trouve que c'est M. Azevedo, de nationalité brésilienne. J'ai reçu les 9, c'est ma compétence. J'ai reçu les 9 candidats, un par un, quelquefois 2 fois, et j'ai posé à tous la même question. Et dans les questions que j'ai posées, il y en avait une, c'est le fait que l'OMC doit se rapprocher des autres organisations internationales
notamment celle de l'OIT. Alors c'est des domaines différents, mais on ne peut pas s'extraire de cela, parce qu'on sait bien que c'est une source de concurrence déloyale. Hormis le problème des droits de l'homme, du respect des droits des enfants, etc., il y a des problèmes tout bêtes qui sont de nature de déséquilibre commerciaux et économiques. Donc je pense que l'OMC, ce que j'ai demandé à celui qui est, je l'ai revu, M. Azevedo, je lui ai dit la même chose. Il faut aussi regarder au-delà. Et je vous remercie, M. Bizet, d'avoir rendu hommage à Pascal Lamy, qui a été dans des circonstances difficiles. Il sait quand même la crise européenne et la crise mondiale. Et finalement, quand on regarde, il a bien contenu les réflexes protectionnistes. Il a bien fait marcher l'ORD, l'organisme de règlement des différends commerciaux. Quand je vois le dynamisme des enquêtes en 2012, je pense qu'il a tenu bon sur les grands principes du libre-échange, mais en même temps du respect des règles de l'OMC, avec des nouveaux partenaires. Et puis, vous avez vu les chiffres, le commerce mondial, maintenant, c'est 1/3 sud-sud. Ce n'est plus ce qui était il y a 10 ans. 1/3 sud-sud, ça veut dire que beaucoup de pays en voie de développement sont rentrés dans le monde du commerce. Alors ça, je continue avec vous, Monsieur Bizet. Vous avez posé une question fort juste. Les grands émergents et les autres, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et puis le bilatéralisme et le multilatéralisme. Moi, je crois que ce qui a fait exploser les règles habituelles, puisque le multilatéral, il est en panne. Alors on a une échéance importante, qui est notamment sur la facilitation du commerce à Bali, au mois de décembre, la 9e conférence ministérielle, où là, le nouveau directeur va être en prise avec la facilitation du commerce. Là, on va voir si on relance un peu ce cycle de Doha. Mais c'est vrai qu'il est encalminé. Et pourquoi? Les grands émergents ont fait exploser les règles habituelles du commerce mondial, parce qu'ils sont devenus des puissances commerciales. Je pense au Brésil et à la Chine, moindre mesure à la Russie, mais quand même. Ils sont devenus des puissances commerciales de premier ordre et en même temps, ils n'assument pas leurs responsabilités de puissance commerciale. Quand on devient une puissance, on a des responsabilités vis-à-vis du reste du monde. Et c'est ça qui crée la distorsion. C'est pour ça que je reviens aux accords de libre-échange tels que le Trans-Pacific Partnership, et avec les États-Unis, et auquel le Japon veut se rallier. Pas neutre. Le Japon, il négocie à la fois avec l'Union européenne et avec les Américains. Et puis, l'accord de libre-échange UE-États-Unis, je crois que là, les grands émergents sont quelque part mis au pied du mur par ces négociations. Parce qu'il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Alors, on voit bien. Je prends le Brésil, je ne le stigmatise pas. Mais tantôt, c'est un pays riche avec des pauvres. Tantôt, c'est un pays pauvre avec des riches. Bon, voilà. Voilà pour l'audition de Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. Preuve par 3. Bonne soirée à tous.